Alors, comment se déroule la procédure? En réalité, ça se déroule... c'est d'abord un rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut voir si la victime, elle souhaite qu'on fasse une procédure de séparation classique ou si vraiment elle veut faire état des violences conjugales et du coup demander une ordonnance de protection. Ça, c'est pour le volet civil. Et après, il y a le volet pénal où si elle n'a pas encore déposé plainte, on peut l'encourager à aller déposer plainte et à se rapprocher d'une association, etc. Après, ça, c'est pour le process au cabinet. En fonction de ce qu'elle décide, mais il faut que je vois aussi quels éléments de preuve elle a de ce qu'elle avance, non pas qu'on remette en cause ce qu'elle dit, mais en tout cas de voir comment on peut nous le prouver et en tirer bénéfice pour une procédure. En tant qu'avocat, on va surtout l'accompagner dans le cadre des procédures judiciaires, c'est-à-dire qu'après tout ce qui est voler, trouver un logement, avoir des aides, etc. Ça, on va la renvoyer vers une association ou éventuellement vers la CAF pour les aides. Après, en tant qu'avocat, c'est essentiellement saisir un juge des difficultés qu'elle a rencontrées, soit pour la protéger elle, soit pour protéger les enfants. La procédure d'ordonnance de protection, donc les deux conditions cumulatives qui doivent s'ajouter pour pouvoir obtenir une ordonnance de protection, c'est qu'il y ait des violences avérées. Donc souvent cela on le prouve par un dépôt de plainte et idéalement par un certificat de la médecine légale, un certificat médical, et qu'il y ait un danger toujours encouru. C'est souvent ça la difficulté parce que souvent les victimes de violences conjugales, elles ont quitté le domicile conjugal, contraintes et forcées, elles sont allées se réfugier et donc des fois on a du mal à démontrer le danger puisqu'à partir du moment où il n'y a plus de cohabitation, le danger il est moins présent, moins prégnant, mais il y a quand même toujours danger quand elles sont poursuivies, qu'elles sont harcelées téléphoniquement, qu'ils savent où elles se sont réfugiées, où ils se sont réfugiés, parce que c'est pas que des femmes, mais même si c'est la majorité des cas. Ça, c'est les conditions pour l'obtenir. Une ordonnance de protection, c'est une décision qui est valable 6 mois et qui est un peu hybride puisqu'elle va fixer des mesures à la fois coercitives, c'est-à-dire d'interdiction, interdiction d'entrer en contact, interdiction de se présenter dans certains lieux, autorisation de dissimuler son adresse et obligation de remettre des armes si on en a, obligation de soins, enfin d'effectuer un stage de responsabilité. Ça, c'est le volet un peu plus pénal, on dirait. Et il y a le volet vraiment civil où ça va être qui reste vivre au domicile conjugal, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants. C'est essentiellement ça les deux mesures que peut prendre un juge dans le cadre d'une ordonnance de protection. Cette ordonnance, elle est valable 6 mois. Dans ces 6 mois, il faut soit saisir le juge d'une demande classique d'organisation parentale, ou de divorce si les gens sont mariés, pour faire prolonger les effets de l'ordonnance de protection. Sinon, au bout de 6 mois, normalement, les obligations sont caduques. Après, c'est une procédure accélérée, c'est-à-dire que quand on saisit le juge d'une ordonnance de protection, en principe, on a une décision dans les 6 jours, ce qui fonctionne à Toulouse. C'est-à-dire que ces délais-là sont respectés par les juridictions toulousaines, c'est un peu moins le cas dans d'autres juridictions. Et il y a une troisième partie qui intervient, qui est le parquet, c'est-à-dire que le procureur de la République, son représentant, donne son avis sur l'octroi ou non d'une ordonnance de protection. Puisque c'est en ça que c'est une procédure qui est à la fois un peu à cheval sur le pénal, à la fois un peu sur le civil. Et le procureur de la République va donner un avis favorable ou défavorable au fait que le juge rende une ordonnance de protection. Dans l'hypothèse où l'ordonnance de protection est rejetée parce que le juge considère qu'il y a une des conditions, à savoir les violences avérées ou le danger, qui n'est pas remplie, on peut demander à ce que l'affaire soit renvoyée, ce qu'on appelle au fond, pour qu'il ne soit statué que sur les enfants, s'il y a des enfants, pour qu'on ait une audience quand même dans des meilleurs délais, pour fixer une organisation par rapport aux enfants. Et ça, en principe aussi, on l'a quelques semaines après pour au moins organiser pour les enfants, puisqu'il y a a priori une vie séparée entre les parents. Comment se passe une procédure de divorce quand il y a des violences conjugales? En réalité, c'est procéduralement la même chose qu'une procédure dans laquelle il n'y a pas de violence conjugale. La seule chose, c'est qu'effectivement, soit on a obtenu une ordonnance de protection avant d'engager la procédure de divorce, et donc on a cette obligation, pour faire prolonger les effets de l'ordonnance de protection, de déposer une demande en divorce dans les 6 mois du rendu de l'ordonnance de protection.
Ça, c'est la première incidence, j'ai envie de dire. Et sur la procédure de divorce à proprement dit, ça va être sur le fondement du divorce, puisqu'il y a 3 fondements, divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute. Et c'est souvent les violences conjugales, parce qu'on les a fait reconnaître par une ordonnance de protection, ou c'est pas obligatoire, mais parce qu'on a des dépôts de plainte, etc., vont nous permettre de fonder notre divorce sur le fondement de la faute. Et à obtenir un divorce pour faute, c'est-à-dire obtenir un divorce au tort exclusif de l'autre, ça permet de demander des dommages et intérêts, qui ne sont pas forcément très élevés, mais qui en tout cas viennent acter que si on divorce, c'est parce qu'il y a eu une situation de violation grave et répétée des obligations du mariage, et notamment donc des violences, qui permettent d'obtenir un dédommagement à ce moment-là des préjudices subis. Mais après, pour tout le reste, ça, c'est comme une procédure de divorce classique, ça a évidemment des incidences sur la résidence des enfants, etc. Mais en tout cas, procéduralement parlant, c'est la même procédure. C'est juste que les choses qu'on va pouvoir demander et le fondement vont pouvoir être un peu différents. Et à la fois, c'est pas parce qu'on a obtenu une ordonnance de protection ou qu'on est victime de violence, et que même si on peut le prouver, qu'on est obligé de faire un divorce pour faute. Voilà, ça reste au libre choix du client.